Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul. De base, je devais vous faire un bilan lecture avec voilà, un petit récap des lectures que j'ai effectuées durant le mois de juin. Donc, je voulais passer rapidement sur celles dont je vous ai déjà parlé en update et compléter la vidéo avec toutes celles dont je ne vous ai pas encore parlé. Mais je suis tellement fatiguée ces temps que voilà, je bafouillais, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai décidé d'inverser les deux vidéos. Vous aurez aujourd'hui un book haul et la semaine prochaine, si tout va bien, espérons-le, vous aurez mon bilan du mois de juin. Je commence tout de suite avec un essai, c'est le seul que j'ai à vous montrer pour ce book haul. Il s'agit de Le profit avant l'homme qui est paru aux éditions 10-18 de Noam Chomsky, je pense qu'on prononce comme ça. Tout est dit un petit peu dans le titre, mais je vous lis quand même le quatrième. Depuis l'effondrement des régimes communistes, le dogme néolibéral est le pavillon sous lequel les États-Unis, imités par la majorité des pays occidentaux, défendent leurs intérêts stratégiques. Mais que cache cette notion? Le profit avant l'homme, remplacer les citoyens par des consommateurs, sacrifier les libertés individuelles pour la liberté de marché et subrepticement assurer sa domination sur le monde. Dans ce brûlot virulent, Noam Chomsky souligne à quel point la réalité du néolibéralisme actuel tourne le dos au principe du libéralisme classique. Ça a l'air super intéressant. Il n'est pas très long. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à ce genre de thématique et j'ai hâte de découvrir. Je ne connais pas du tout l'auteur. Il n'y a également qu'un Cozy Mystery pour ce book haul. Il s'agit d'une suite. Je me suis procuré le tome 5 des enquêtes de Béatrice Heidt-Clar par Lynn Messina. Ce roman s'intitule Une perfide performance. Je viens de lire le tome 3 que je devais vous en parler aujourd'hui, mais ça sera ma foi pour la semaine prochaine et j'ai déjà le tome 4 dans ma palle qui m'attend. Et comme ça, je crois qu'il y a 5 tomes parus, donc je les ai tous voilà, sur mes étagères. Et je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est une saga de Cozy Mystery qui me plaît énormément. C'est une saga qui est historique et moi, ben voilà, j'aime beaucoup ça. Et je ne vais pas vous lire le quatrième de couverture parce que ça pourrait spoiler une partie du début de la saga. Donc voilà, je ne vous la lis pas, mais sachez qu'on va être voilà, ici dans du roman Cozy Mystery historique avec chaque fois, ben, il y a une enquête indépendante dans chaque tome, mais il y a quand même une romance en arrière-plan qui se précise de plus en plus et voilà, que j'ai trouvé très présente cette fois-ci dans le tome 3, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je me suis procuré le premier tome d'une saga qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, mais voilà, je ne l'avais pas acheté en grand format et le premier tome est sorti en format poche, donc bien évidemment que j'ai craqué. Il s'agit de Flora et Joséphine de Clarisse Sabard, c'est la saga Le secret des agapantes qui est paru chez le livre de poche. Et ici, on va être avec Flora qui, elle est trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora. Voilà, elle est galériste à Los Angeles. Et en pleine tourmente, la jeune femme se réfugie en Normandie dans la maison familiale dont elle vient d'hériter. Et quelques jours après son arrivée, elle trouve une boîte, un carton devant sa porte. Et à l'intérieur, il y a un kaléidoscope, c'est hyper dur à dire, de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchi qui la transporte dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Et voilà, on va être dans une double temporalité avec secret de famille, je suppose, histoire familiale, avec une double temporalité puisque Joséphine a vécu dans les années 30 apparemment. Et Joséphine devra se réanimer de Paris impressionniste au marbre d'un palazzo en pleine Italie fasciste. Joséphine, étudiante en beaux-arts, découvrait la liberté, l'amour et la trahison. Déterminée à lever le voile sur ses secrets, Flora se lance dans une quête palpitante qui l'amènera jusqu'à l'île de Corfou sur les traces d'un tableau disparu. Donc apparemment, on va également avoir ici tout un aspect sur l'art. Donc voilà.
J'espère que je vais aimer. À la bibliothèque de ma ville, régulièrement, ils mettent à disposition des livres à donner. C'est des livres qui sortent de leur catalogue pour X raisons. Je ne sais pas trop, peut-être qu'ils sont moins empruntés ou trop vieux. Et voilà. Et j'ai mis la main sur un livre qui était dans ma wishlist depuis super longtemps, donc j'étais très contente. C'est un thriller de Sandrine Colette. Et le titre, c'est Six fourmis blanches. Je l'ai chopé en grand format. Alors, le seul hic, c'est que c'est la version gros caractère, mais ma foi, tant pis. J'aime pas trop ces versions gros caractères. Et c'est un thriller dont j'ai énormément entendu parler il y a fort longtemps. Je me l'étais noté dans ma wishlist. Ça nous dit, dressé sur un sommet aride et glacé, un homme à la haute stature s'apprête pour une cérémonie hors du temps. Très loin au-dessous de lui, le village entier retient son souffle en le contemplant. À des kilomètres de là, parti pour 3 jours de trek intense, Lou contemple les silhouettes qui marchent devant elle, ployées par l'effort. Leur cordée a l'air si fragile dans ce paysage vertigineux. On dirait 6 fourmis blanches. Lou l'ignore encore, mais dès demain, ils ne seront plus que 5. Égarés dans une effroyable tempête, terrifiés par la mort de leurs compagnons, c'est pour leur propre survie qu'ils vont devoir lutter. Le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. Parviendront-ils à lui échapper? Alors je pense que ça sera un titre qui sera parfait pour cet hiver avec cette couverture enneigée. Et moi, je pense que je vais passer un excellent moment de lecture parce qu'on est quand même un petit peu dans un huis clos apparemment, avec la montagne, le froid, voilà, un mystère. Donc ça doit être vraiment très très chouette à lire en hiver. On poursuit avec un livre policier historique. J'avais lu un ouvrage de cet auteur, c'était fin d'année passée, je crois, que j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. Je vous parle de Antonio Garrido et j'avais lu le lecteur de cadavres, ou lecteur de cadavres, je ne sais plus exactement le titre, que j'avais vraiment adoré, même si c'était voilà, un gros pavé, mais je l'avais dévoré. Et ici, je me suis procuré le Jardin des énigmes. Il est plus court, heureusement. Celui-ci fait ouais, près de 500 pages quand même. L'autre était... c'est un gros pavé, je ne sais plus combien il faisait, mais c'est autour des 700 pages. Et pour le 4e de couverture, ça nous dit « Après un drame personnel, Rick Hunter, ancien botaniste pour la Compagnie des Indes orientales, survit comme chasseur de primes. À la veille de l'exposition universelle de 1851, le sombre désir de vengeance qui l'anime le mène jusqu'à chez Passion d'Orient. Sa propriétaire, experte du langage des fleurs, a su gagner la faveur des puissants. Or, Rick est persuadé que ces bouquets recèlent bien plus que d'anodins messages. D'anodins messages érotiques. Son enquête va bientôt lui faire croiser la route de personnages énigmatiques. Une jeune mathématicienne, un aristocrate philanthrope et l'inquiétant consul d'Allemagne. Lorsque les assassinats se multiplient dans une Londres en pleine effervescence, Rick se demande d'alliance en trahison s'il n'est pas au cœur d'une gigantesque conspiration. J'espère qu'il va être autant passionnant que le précédent que j'avais lu, mais c'est vrai que voilà, ça me fait plaisir de continuer d'explorer l'œuvre de Antonio Garrido et j'espère vous en donner des nouvelles très vite. Ensuite, je me suis procuré, on passe un peu à de la fantaisie, le premier tome d'une saga qui n'est pas terminée. On ne sait pas si elle sera terminée un jour, mais je me suis quand même décidée à acheter cette saga parce qu'elle a des avis incroyables et j'ai espoir que l'auteur un jour finira cette saga. Donc, j'ai acheté Le Nom du vent de Patrick Rothfuss qui est paru chez Bragelonne, je crois. Oui, chez Bragelonne. Chronique du tueur du roi, première journée. Voilà, je ne vais pas trop vous en parler étant donné que c'est une saga qui n'est pas terminée et qui le sera peut-être jamais. Je ne vais pas la démarrer tout de suite, je vais encore attendre un peu, mais vraiment, voilà, j'espère qu'il la terminera, j'ai espoir.
Étant donné que, par exemple, pour la saga Martyr, le troisième tome est sorti moult années plus tard, genre 7 ans après le deuxième tome. Peut-être qu'un jour, voilà, cette saga sera clôturée, tout comme Game of Thrones. On attend toujours. J'avais très envie de découvrir cette saga de fantasy, donc je me suis procuré le premier tome de Sorceleur, le dernier vœu dans une nouvelle édition apparemment qui vient de sortir de chez le livre de poche de, attention, Andrzej Sapkowski, j'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Le Sorceleur, voilà, il y a eu la série télévisée que je n'ai pas vue. J'ai vraiment envie de découvrir les livres avant de voir la série. Et pour petit rappel, à travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du Nord, un homme avance seul. Il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Gerald, je pense, Gerald de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie qui suit son propre code d'honneur, dans un monde qui a oublié le sien. Alors voilà, bon, série événement sur Netflix, succès mondial, voilà, j'avais envie de lire ce premier tome, voir si ça me plaît, mais c'est vrai que j'ai entendu énormément de bons retours, et il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Alors il ne fait pas partie de mes priorités de lecture pour le moment, mais sachez qu'un jour ou l'autre, vous le reverrez passer par ici. Encore un premier tome de saga fantasy, je me suis procuré le premier tome de La Voix du Sang, la première partie qui s'intitule Blood Song de Anthony Ryan, paru chez Bragelonne en poche. C'est une saga qui me titille, que j'avais envie de découvrir, qui a de très très bons avis. Et j'espère y trouver voilà, des choses assez guerroyantes, avec peut-être des monstres, je ne sais pas exactement. Je me souviens plus. Ta légende se répandra à travers le monde, un chant des sangs qui résonnera sur tous les continents. On va être avec Vailin Al-Sorna, héros légendaire du royaume unifié, accomplit son dernier voyage. Sur le navire qui l'emmène vers sa condamnation, il raconte enfin son histoire. Ça me fait penser à l'Empire du Vampire. Voilà, ce protagoniste qui raconte son histoire. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Fils du célèbre seigneur de guerre, élevé au sein du 6e ordre, le jeune homme est confronté dès l'enfance au quotidien rude d'un combattant de la foi. Entre les maîtres sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles, il se liera à vie à ses frères d'armes et à celles qu'il n'a pas le droit d'approcher. Guerrier redoutable général hors pair, le destin de Vailin dépassera les frontières et fera de lui à la fois un héros et un traître. Voilà, donc on va être également, je pense, d'après ce que je comprends, un amour interdit. Ça a l'air palpitant. J'espère que le rythme du roman sera chouette et que ça sera un petit peu page-turner comme ça. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous connaissez, si vous avez aimé. Je passe à des romans maintenant plus historiques. Avec le premier qui est La religion de Tim Willocks. On est sur un sacré pavé qui fait passer 900 pages. Un roman éclatant, puissant, poétique et un triomphe littéraire par c'est le New York Times qui le dit. Et on va être... La religion, c'est le nom que se donne l'ordre des hospitaliers, mais c'est aussi la bannière sous laquelle se rallie parfois la folie des hommes. En 1565, claustrés sur leur petit archipel au sud de la Sicile, les chevaliers de Malte s'apprêtent à recevoir les furieux assauts de l'armée ottomane. À 1 contre 5, les chrétiens tiennent le siège au prix des combats effroyables. Un déchaînement de violence dans lesquels se trouve entraîné Matthias Tannhauser, un ancien janissaire qui a connu les deux camps. Pour les beaux yeux de la comtesse Carla Penotier, le trafiquant d'armes et d'opium embarque pour l'enfer. Alors, dans ces romans-là, j'espère toujours, au-delà de l'intrigue, de l'histoire, voilà, qui est quand même un roman, c'est romancé, y apprendre des choses historiques. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'espère là-dedans également. On va être clairement un peu dans l'ambiance des religions, des guerres de religion. J'espère que, voilà, que ça va être chouette.
Je ne sais pas quand je vais le sortir parce que franchement, passer 900 pages, il faut de nouveau investir pas mal de temps. Dans un souci de me documenter un petit peu plus sur les Vikings, parce que c'est une thématique qui m'intéresse énormément, je me suis procuré le premier tome de la saga des Vikings qui s'intitule Ragnvald et le Loup d'Or. C'est écrit par Linnea Hartsuyker, j'espère que je ne l'écorche pas trop, et c'est paru chez Pocket. Ici, on va être en Norvège au 9e siècle parce qu'on a spolié des terres de son père. Ragnvald s'engage à bord d'un navire pour prendre part au pillage d'été et prouver sa valeur au combat. Quant à sa sœur, la rebelle Svanhild, rien ne saurait la retenir chez elle où le destin des femmes se limite à tisser et enfanter. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou en partie, parce que moi j'ai aussi entendu dire que les femmes vikings participaient énormément à la vie autre que, voilà, que d'être à la maison. Mais voilà, une fois de plus, je ne suis pas assez documentée sur le sujet et je pense lire de toute façon d'autres ouvrages pour peut-être des ouvrages un peu plus historiques et moins romancés afin d'en apprendre un petit peu plus. Nous poursuivons. Le sort s'acharne sur la fratrie. Ragnvald manque de se faire tuer par le capitaine du Drakkar, jaloux de cet impétueux guerrier. Il réchappe de peu aux eaux glacées du fjord et dès lors réclame justice pour l'honneur de son nom. Mais saura-t-il faire face à sa propre sœur? L'indomptable Svanhild qui a succombé au charme de son pire ennemi. Je pense que celui-ci, je vais le sortir encore cet été puisque ça parle dans le 4e de couverture des pillages d'été. Donc je pense que ça veut bien coller avec la saison de l'été. Et cette couverture avec ce bleu, cette mer, ce bateau, je pense que ça va le faire. Donc il se peut que vous l'ayez en update dans pas longtemps du tout. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. J'ai mon voisin qui est chez lui et qui se déplace dans son appartement. Et j'habite dans une vieille maison où on entend tout, vraiment tout. Les planchers grincent et tout, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo. Et pour terminer, également trouvé par hasard, et je me suis précipitée dessus parce que ça a l'air super intéressant. Je me suis procuré de Robert Merle aux éditions Le Livre de Poche, Fortune de France. C'est marqué le livre ayant inspiré la série Événements sur France TV, je ne connais pas du tout, je ne regarde pas la télé. Et ici, on va être de la mort de François Ier en 1547 à l'édit de Nantes en 1598. La France s'enlise dans l'épreuve des guerres de religion. C'est dans un pays dévasté, en proie à la misère, au brigandage, à la peste et à la haine, que grandit Pierre de Siorac, rejeton d'une noble famille péricourdine et huguenote, héros et narrateur du roman. C'est toute une époque qui revit à travers l'histoire des Siorac, avec des paysans, des princes, des hommes d'épée ou d'église, ses truculences et ses cruautés, sa langue aussi savoureuse, colorée, merveilleusement restituée. Époque où va naître une existence de tolérance et de paix, un écho aux cris d'indignation et d'espoir de Michel de Hospital. Ne verra-t-on pas la fortune de France relevée? C'est un premier tome. Alors, ce qui m'a un petit peu freiné au début, c'est que j'ai vu que au dos, c'est marqué qu'il y a 13 tomes parus, mais je crois qu'il y en a même plus. Il me semble que j'en ai vu 14 ou 15. Mais on va apparemment ici balayer avec cette série de romans l'histoire de France, romancée au travers de, voilà, de cette famille apparemment. Et ça peut être super intéressant. Également, j'espère le lire assez rapidement celui-là parce que si je dois me procurer les suites, peut-être pas trop traîner. Et voilà, on est donc, on a dit, en 1547, ça démarre. Voilà, dites-moi si vous avez entendu parler de cette série, parce que moi, je l'ai absolument vu passer nulle part. Voilà, je suis désolée si je bafouille un petit peu, si je suis un petit peu brouillon aujourd'hui, mais comme je vous dis, je suis très fatiguée. J'espère voilà, pouvoir me reposer d'ici le tournage de la prochaine vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura quand même plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de très très belles lectures, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très très vite par ici ou ailleurs pour une prochaine vidéo. Salut!